sa magie. Donc, je me fais un grand plaisir. Salut Sophie, comment tu vas? Bonsoir Juliette, ça va super bien. Alors ne me demande pas de me présenter, ça va prendre blindé de temps. Qu'est-ce que tu veux savoir? Sophie de Hainaut, que fais-tu? Que veux-tu? Où es-tu? Aïe, 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 aïe. Que veux-tu? Alors, ben, regardez-moi bien, donc blonde, 60 ans, je suis une Africaine. Déjà, on va commencer très fort. Euh, C'est vrai, attends, mais alors, explique. Explique pourquoi tu dis que tu es une Africaine, parce que moi, je sais que c'est vrai. Mais ouais, les gens, ils vont ouais, dire, ouais, elle commence fort. non, ouais. Alors, je suis née, j'ai été élevée en Afrique jusqu'à mes 17 ans et demi, jusque-là, ok, peut dire qu'elle est une africaine, mais non, ça va bien plus loin. Je suis une africaine dans mes cellules, les cellules profondes, dans mes intestins. Et c'est là que vous allez commencer à voir un petit peu qui je suis. Dans les intestins, il y a ce qu'on appelle, et que tout le monde entend maintenant, le microbiote, la flore intestinale. Maintenant, on dit même que c'est un organe à part entière qu'on appelle le microbiome. Donc, tous ces microbes, dont on parle beaucoup, on en a des milliards là à l'intérieur. Et notre flore intestinale, elle se crée à la naissance. Il faut savoir que les intestins sont pratiquement vierges quand on naît. Et donc, à la naissance, hop, la colonisation commence. On se fabrique notre propre flore. Et elle se fabrique pendant les 3 premières années de vie avec l'environnement dans lequel on vit. Et donc, on prend les microbes de l'environnement dans lequel on vit. Et moi, je suis née non seulement en Afrique, mais en brousse, donc dans le bush. Donc, j'ai vraiment les microbes de là-bas. Et quand on est par voie naturelle, c'est 3 ans. Quand on est par césarienne, c'est environ 5 ans pour coloniser ce tube digestif. Donc, et quand on parle de dysbiose, donc la dysbiose, c'est les problématiques de bactéries qui ne sont plus en équilibre, ça touche 1 ou 2% de ces milliards. C'est vraiment, on a chacun une empreinte de flore individuelle. Chaque individu a son empreinte personnelle. Et c'est comme Alors, c'est ça la que je dis première que fois j'ai que j'entends. l'Afrique en moi. Mais c'est génial. C'est la première fois que j'entends ça, Sophie. Je trouve ça Ah ben vraiment voilà. génial. Il y a un petit lag, mais bon, peu importe. Tu veux que Euh, je baisse le son? je sais pas, normalement, si t'as tes... comment ça se fait Mais qu'on oui, j'ai mis des m'entend? écouteurs, je ne sais pas. Mais c'est passionnant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que tu portes que quand on est, on prend l'énergie de littéralement de notre environnement, quoi. Ah oui, oui, puisque maintenant on sait qu'on n'est qu'énergie, donc déjà tous ces microbes et toute cette énergie, c'est des 3 premières années ou des 5 premières années de notre environnement. Ouais. Écoute, c'est passionnant. Et qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Quel a été un petit peu ton chemin qui t'a aidé, qui t'a amené à t'intéresser à tout ce que tu fais? Alors, comment je vais résumer ça? Donc, je suis rentrée pour aller à l'université et là, ça a été le premier gros choc. Premier gros choc, j'en ai eu d'autres avant puisque on a changé plusieurs fois de pays pendant ces pratiquement 18 premières années, mais on est resté en Afrique. Mais le gros choc, ça a été de passer de la culture africaine, de l'environnement africain à l'environnement européen. Donc, je suis belge et je suis arrivée à Bruxelles pour aller à l'université. Et là, je peux dire qu'a commencé une lente descente aux enfers et une autre Sophie. Je ne comprenais rien aux gens qui m'entouraient, à l'environnement. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ça a été juste waouh, quoi. J'étais à la bibliothèque, ça j'oublierai jamais. J'ai commencé par une année de dentiste. Ma maman m'avait dit, tu veux être indépendante, ma fille, fais dentiste. Ok, maman, ben, je vais faire dentiste. Donc j'ai commencé mon année de dentiste. Et j'étais à la bibliothèque pour étudier. Enfin, j'essayais et il pleuvait, je pleurais. Voilà, c'était bien simple. J'étais dans un état proche de l'Ohio. Et donc, dentiste, c'est passé à la trappe, j'ai arrêté. Et puis, je vais faire quoi? J'ai toujours aimé expliquer aux autres euh, les leçons à l'école. Donc, j'ai voulu dire, tiens, prof de maths. Ok, j'ai fait un an pour devenir prof de maths. Et puis, quand T'es j'ai bonne vu en les maths? professeurs, Pourquoi maths? mais j'aimais bien les maths. En même temps, c'est assez Tu vas, connecté avec quantique et tout. ouais, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec cette histoire de maths après. Je vais te raconter. Et, euh, et quand j'ai vu les professeurs qui allaient m'entourer dans la salle des profs, j'ai dit, ah non,
Moi, je ne peux pas me retrouver dans une mentalité comme ça. Donc, 1 an de prof de maths, on passe à la trappe. Ah, je vais faire quoi? Et donc, j'ai commencé, j'ai dit, mais j'ai toujours aimé la nature. Et là, je me suis dit, je vais faire un master en biologie. Et je suis devenue, donc j'ai mon master en biologie, je suis plus spécialement botaniste, donc c'est la spécialité, les plantes. Donc voilà, ça c'est, j'ai fait une thèse sur des plantes médicinales bien spécifiques d'Afrique. Donc ça, c'est ma première certification. Et puis, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un laboratoire qui créait des arômes naturels pour les aliments. Donc, je jouais déjà un petit peu à l'alchimiste avec mes petites poudres, mes petits liquides. Je faisais mes formules et je créais, je goûtais, je créais, je goûtais. C'était juste passionnant. Et puis, comme je suis quelqu'un de, oui, je vais dire de rebelle, j'avais à l'époque très gros problèmes avec l'autorité, voilà, j'étais un peu dans, je fais ce que je veux quand je veux. J'ai tout plaqué, j'ai démissionné, puis je suis partie vivre en France. J'avais décidé de me marier et ça ne s'est pas fait. Puis je suis rentrée dans une quinzaine d'années, je vais dire, dans le domaine administratif, que ce soit du secrétariat, assistante administrative, secrétaire de direction, organisatrice d'événements, manager par intérim dans une boîte immobilière. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de choses là-dedans. Et puis, un jour, il y a eu un énorme événement dans ma vie qui est la naissance de mon fils. Et là, je me suis dit, je veux lui donner le meilleur. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, l'impact de l'alimentation sur la santé, parce qu'à l'époque, je vivais en Asie du Sud-Est, plus particulièrement en Malaisie. Et j'avais déjà capté l'importance de la médecine chinoise. Et je me suis formée à la diététique chinoise, j'ai interrogé des médecins chinois, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me former. Et en revenant en France, j'ai vécu 5 ans à Biarritz, j'ai rencontré un médecin nutritionniste pour moi, parce que j'avais des cravings, des addictions de chips à 6h30 tous les soirs. J'avais besoin de mon paquet de chips. Quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je suis allée le voir, mais ce n'était pas un médecin comme les autres. Non seulement il était spécialisé en nutrition, mais on a commencé à analyser mes rêves aussi. Et c'est là qu'arrive l'histoire avec les symboles. Et il m'a suggéré de me diriger vers ce domaine parce qu'il me dit, vous en connaissez tellement, c'est votre passion, allez-y, quoi. Et je suis retournée sur les bancs de l'école et je me suis formée à la nutrithérapie, ce qu'on appelle la médecine orthomoléculaire ou la micronutrition, c'est-à-dire nourrir le corps avec des molécules que le corps reconnaît puisqu'elles sont semblables à ce qu'il y a dans la nature. Donc, je suis devenue nutrithérapeute. Donc moi, je ne connais pas du tout ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est que la nutrithérapie, parce que moi, j'ai l'impression, quand tu dis micronutrition, c'est que tu me donnes une assiette avec un petit pois au milieu, tu vois. Donc, je me dis, merde, je ne sais pas si je vais réussir à faire de la micronutrition. Non. Qu'est-ce que c'est que la micronutrition? Alors, la micronutrition ou médecine orthomoléculaire, c'est apprendre à se nourrir avec les bons nutriments. Donc, la micronutrition, ce sont les nutriments, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Donc, on est spécialisé dans comment agissent tous ces nutriments dans le corps. C'est vraiment de la biochimie pure et comment vont agir ces nutriments et pourquoi on en a besoin. C'est pour ça que je dis toujours, on n'achète pas des compléments alimentaires comme on achète des salades. Quand je vois le nombre de personnes qui vont chercher leurs compléments alimentaires à gauche, à droite, n'importe où, n'importe comment, ça demande un bilan sanguin, ça demande un bilan urinaire parce que ça fait partie de notre corps, tout comme le reste. Quand il y a un désordre, il faut aller voir lequel pour ensuite redonner la bonne dose. Donc, c'est ça, en fait, la micronutrition. Donc, en fait, les gens viennent te voir, tu leur fais faire un bilan avec une prise de sang ou urinaire, ou est-ce qu'ils peuvent venir avec leurs petits trucs et toi, tu as des petits... Non. Moi, je ne suis pas habilitée à faire ce genre de choses. Donc, je leur suggère de faire des bilans sanguins urinaires et je demande les marqueurs bien spécifiques.
Et ils vont voir leur médecin qui font qui prescrivent, voilà, qui font l'ordonnance. Alors pour la petite histoire, en Belgique, ça se passe super bien, mais en France, qu'est-ce que les clientes ont des problèmes, hein. Punaise. Ah oui? Ouf, les médecins chez Et nous. ont des problèmes pourquoi? Pour faire un bilan? Exactement, parce que ils comprennent pas, ils trouvent que ce n'est pas nécessaire. J'ai comme ça, c'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Et comme moi qui n'ai pas de médecin et qui n'ai pas de carte vitale, par exemple, comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux aller faire une prise de sang, un bilan tout seul? C'est possible aujourd'hui, il faut juste que je paye 400 balles, quoi. Oui, c'est ça. Mais oui. Je ne sais pas comment ça marche en France. Est-ce qu'on fait des bilans sans avoir d'ordonnance? Je suis pas Ben, je sais pas, certaine. j'ai un laboratoire en face, j'irai voir, parce que quand si jamais j'ai des radios, quand j'ai eu la tumeur que j'ai soignée, je n'avais pas de carte vitale, j'y allais, je payais, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc en fait, tu peux aider les gens. Alors, qu'est-ce que ça apporte, cette micronutrition? Ça fait que Alors, ça va rééquilibrer corps, âme, esprit. Qu'est-ce que c'est non, exactement? non, 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 ça c'est juste une toute partie de mon travail. Et pour comprendre comment je travaille, il faut comprendre comment moi je me suis soignée, parce qu'en fait, je reviens, voilà, la résilience comme art de santé, eh bien, je vais vous expliquer d'où ça vient. Donc, j'ai dit que j'avais eu des traumas pendant mon enfance, bon, en Afrique, et puis gros traumas quand je rentre en Europe. Et a commencé pratiquement très très vite, hein, après mon retour en Europe. J'ai commencé à avoir des maux de tête. Et des maux de tête qui ont d'abord été légers et puis de plus en plus forts, puis qui sont transformés en migraines. Donc j'ai commencé par des médicaments légers, les aspirines, et puis de plus en plus forts. J'ai été voir moult médecins. J'ai essayé plein de thérapies, je dirais, parallèles. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui apparaissait sur le marché, j'essayais. Ça a duré 25 ans. 25 ans de migraine et en plus de ça, 10 ans d'asthme qui sont venus se rajouter à ça. Et quand j'ai commencé mes études de nutrithérapeute, j'ai commencé en parallèle des études dans l'univers des symboles. Petite, je lisais déjà beaucoup la mythologie. La mythologie fait partie de l'univers des symboles. Il y avait un livre magnifique chez mes parents qui s'appelle Les Mémoires de Zeus, de Maurice Druon, qui est un roman, c'est Zeus qui parle, et c'est magnifique pour rentrer dans la mythologie. Et puis j'avais l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse, donc voilà, je trouvais ça passionnant. Donc j'ai baigné déjà dans l'univers des symboles petite, sans me rendre compte à quel point ça allait influencer plus tard. Je me suis formée à l'univers des symboles avec divers mentors, avec divers outils bien spécifiques. Et j'ai décidé d'appliquer, parce que très vite j'ai compris que soigner seulement le corps ne m'amènerait nulle part. Donc j'ai utilisé mes propres outils, que ce soit en nutrithérapie ou dans l'univers des symboles, pour aller voir comment ça pourrait régler mes migraines. Et en un an de temps, je me suis débarrassée de ces 25 ans de migraines et de ces 10 ans d'asthme. En combien de temps? Un an. En un an. En un an. Et là, j'ai dit, OK, c'est juste, waouh! Je ne peux pas garder ça pour moi. Si ça marchait pour moi, ben, ça doit marcher pour d'autres et ça va marcher pour d'autres. Et c'est comme ça qu'au fil des années, eh bien, ma clientèle, c'est quoi? Ce sont essentiellement des femmes, parce que les hommes, il faut qu'ils soient très courageux pour pour décider d'aller voir un thérapeute. Et ce sont des femmes qui sont vraiment enfermées dans un labyrinthe, hein, comme le labyrinthe du Minotaure. Elles n'en sortent pas, dans des labyrinthes de maladies chroniques, de douleurs chroniques, et elles ne trouvent pas leur fil d'Ariane. Et moi, je les aide à trouver ce fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, c'est quoi? C'est le sens. Tant qu'on n'a pas trouvé le sens, qu'on ne remonte pas à l'origine, et qu'on ne comprend pas pourquoi, d'où ça vient, on ne peut pas accepter ce qui se passe. Et tant qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe et qu'on n'a pas trouvé le sens, on ne peut pas poser des actes avec du sens. Donc, on va aller chez le médecin qui va dire « prenez ça ».
ça va être un acte dans lequel il n'y a pas de sens. Oui. Et ça, c'est vraiment devenu ma mission. Juste une espèce de sparadrap, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment devenu ma mission, c'est éduquer à la santé, parce que c'est quelque chose qui manque. Hein. Et surtout, j'aimerais que chacun de nous retrouve cette puissance de guérison personnelle. On l'a tous en nous. Tous, tous, tous. Il faut aller la recontacter. Et tout seul, c'est compliqué. J'ai fait récemment une conférence sur comment écouter son corps. On n'a pas appris non plus à écouter son corps. Et je le vois, combien de fois j'entends mes clientes qui me disent « Oui, mais j'ai ça, mais c'est normal. » Alors que le corps est en train de parler, on dit « C'est normal. » Non. Quand je pose la question « Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous avez une haleine de bouc ?» Alors, quand on me répond « Ben oui, j'ai gardé la bouche fermée toute la nuit, c'est normal. » Ah ben non. C'est pas normal du tout. J'adore. Donc voilà, ce sont tous des petits symptômes qui viennent comme ça. Il faut écouter. Ah, moi, c'est plutôt le chameau, tu sais, les gens qui... Est-ce que donc tu t'intéresses un peu à la psychologie corporelle appliquée? Oui. Ça c'est en fait ça a été vraiment quand j'ai hésité avec la biologie, j'hésitais dans tout ce domaine de psychologique, l'âme et compagnie. Ça me passionnait aussi. Donc entre les deux, j'ai vraiment hésité. Et tu veux que je te dise ce qui a fait que j'étais en bio? C'est que quand j'ai vu en psychologie qu'il y avait un cours de statistiques, et je détestais les statistiques. Moi, je ne vais pas aller en psy pour faire des statistiques. Et finalement, je me les suis tapées en bio aussi. Donc, écoute, c'est parfait. Et pour rebondir sur ce que tu as dit de comment tu t'es guéri de migraine, pour donner un exemple concret à des gens qui ne comprennent pas trop ce que c'est que les symboles dans la santé, oui, d'accord. Est-ce que tu peux donner un exemple avec la migraine, par exemple? Ben oui, je vais donner je vais parler mon exemple. La migraine en symbolique, en sens des maladies, et dans la médecine chinoise et compagnie, tout ça c'est relié à la colère. Et la colère, elle est reliée à l'énergie du foie. D'accord? On va faire migraine, colère, foie. Donc, dès le moment où j'ai eu cette information, j'ai été chercher dans ma vie déjà les moments de colère. Quand est-ce que j'avais vécu des colères et comment je les avais gérées. Et quand j'ai découvert que déjà dans le ventre de ma mère, j'étais en colère, vu le passé généalogique et vu ce qui s'était passé avant moi, j'ai été conçue et je suis née en période de guerre. Pardonne-moi de t'interrompre, c'était ta colère ou celle de ta mère? Il y avait la colère de ma mère. Et puis, il y a eu ma propre colère plus tard. Et je suis née et j'ai été conçue en période de guerre. C'était le 1960, c'était le moment de l'indépendance en République démocratique du Congo, donc l'ex-Congo belge. Donc, c'était la guerre à ce moment-là. Et mes parents vivaient en brousse. Donc, il y avait beaucoup d'angoisse et de colère vis-à-vis de ce qui se passait. Ensuite, différents événements en Afrique ont continué à alimenter cette colère que moi j'avais envers mes parents, envers toutes sortes de choses, surtout envers ma mère. La colère de quitter l'Afrique, arriver en Europe. Donc, quand j'ai fait la liste, j'avais entre 15 et 20 événements. Et un jour, un thérapeute m'a dit, rien que les angoisses, les situations anxiogènes, les situations angoissantes sont des moments qui provoquent de la colère. Donc, j'en avais déjà beaucoup. Donc, ça, c'était déjà quelque chose que je savais. Ensuite, dans l'univers des symboles, il y a un outil symbolique qui est d'une puissance extrême, qui est le tarot. Le tarot a été dévoyé dans la divination. Or, c'est pour moi un des outils de connaissance de soi le plus puissant. Carl Jung a notamment, il y a beaucoup de thérapeutes. Tu as le livre rouge? Oui, et de thérapeutes qui ont utilisé le tarot. Et dans le tarot, en utilisant le tarot, je me suis formée à ce qu'on appelle le référentiel de naissance avec Georges Colleuil, qui a créé cet outil il y a 40 ans.
Et j'ai découvert que mon filtre de vie, c'était la maison Dieu. Et quand on regarde la maison Dieu, la carte du tarot de la maison Dieu, on voit une tour. Et le sommet de la tour s'ouvre comme une couronne qui s'ouvre au-dessus du sommet. Et dans la symbolique, la maison Dieu est mets-toi à genoux. C'est l'orgueil démesuré. C'est la hiérarchie, problématique avec la hiérarchie, avec l'autorité, déjà dans la matière, dans notre vie, avec le Père, avec tout ce qui représente le Père et l'autorité et les lois. Et quand on va plus haut, avec les lois du ciel. Oui. Et j'étais très, très, très... Voilà, je suis rentrée en fait dans un univers où l'inexpliqué ne pouvait pas exister. Tout devait être expliqué. Tout devait être... Donc, moi, j'ai le tarot de la nouvelle vision, tu sais, que je t'ai Oui, envoyé. Elle est un petit peu différente parce qu'on voit ce qui est derrière avec l'arbre de vie et les tentations. Voilà. En fait, tu es venu avec cet archétype qui enlève la colonne de la souveraineté, mais qui est là pour faire apporter du changement en fait dans le monde, qui est là pour corriger ce qui a été corrompu. C'est ça en fait, c'est tu te mets à genoux, mais pour retrouver un petit peu ton pouvoir et réaligner les choses. C'est ça ou pas? C'est se mettre à genoux pour contacter son humilité. C'est pour ça que je suis très sensible à la chevalerie relationnelle, aux valeurs des chevaliers. Mettre un genou à terre, c'est vraiment signe de soumission, mais pas de soumission dans le sens négatif du terme. C'est soumission à plus haut, plus fort, je dirais plus puissant que toi. Et quand on est dans le spirituel, dans l'initiatique, c'est l'un. C'est la source, enfin on l'appelle comme on veut. Mais tout ça, à cette époque, pour moi, c'était juste... Bien sûr. Pas possible. Et donc, quand j'ai commencé à en prendre conscience, au moment où j'ai décidé d'aller voir dans ce tarot avec tout le comportement alimentaire, la nutrition, donc j'ai tout fait en même temps, j'ai mixé, j'ai vraiment alchimisé les deux. Et c'est ça qui m'a permis de sortir quand j'ai dit, mais nom d'un chien, voilà d'où ça vient. J'ai découvert le sens des migraines. Et là, maintenant, j'ai eu 60 ans cette année, j'en ai découvert un autre. J'ai plus de migraines, mais j'ai découvert un autre sens à ces migraines. C'est que je fais partie des gens qui suis née avec cerveau droit très, 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 très développé. On est une trentaine de pourcents sur Terre, ce qu'on appelle les surefficients, les surdoués. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert cette année. Quand j'ai lu un livre qui s'appelle « Je pense trop », j'ai lu ce livre presque à chaque page. J'ai vu des pans de ma vie défiler, des levées de voile. Et j'ai compris plein de choses qui s'étaient passées dans ma vie. Mais quand on est dans ce monde, les autres nous regardent, l'air de dire, mais les folles, on ne te comprend pas, on ne te croit pas, on nous regarde un petit peu, voilà. Et souvent, on nous traite d'arrogants, et j'ai souvent été traitée d'arrogante. Et tu sais toujours tout. Ben, oui, je ne fais pas exprès, voilà, c'est comme ça. Et pour rentrer dans le moule, j'ai été développer ce cerveau gauche. Les maths, entre autres, la raison. Je suis bien, mais le fait d'aller forcer mon cerveau, c'est comme ça que moi j'explique, hein. Mes migraines se sont aussi amplifiées. En fait, tu te prenais la tête. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en alignement avec toi et d'être juste toi-même avec cette intelligence émotionnelle et autres et sensible, oui, etc., tu t'es pris la tête à rentrer dans un truc plus cartésien, plus acceptable dans une société conditionnée pour rentrer dans le moule. Et donc, la migraine, c'est... C'est moitié de graine aussi, hein. C'est vraiment moitié de graine. Oui, migraine, évidemment. Waouh! Oui. C'est juste de comprendre ça. Oui. Donc, le symbole, c'est... Parce que moi, quand tu dis symbole, je vois un symbole, quoi. Je vois un dessin.
un petit truc qui arrive, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi Oui, aussi, je oui. dois avoir un cerveau très droit, très développé. Et donc, quand tu parles de trucs, je vais loin, tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, tu parles d'une symbolique, euh, euh, genre en psychologie corporelle appliquée, ou plutôt de la symbole de la colère, ou de ça. Alors que moi, je pensais à une symbolique d'un comment est-ce que je veux dire, d'un dessin, quoi, un symbole, tu vois ce Ah que je non, veux dire? non, j'utilise beaucoup Les Métatrons, Oui, etc., bien quoi. sûr, j'utilise beaucoup les symboles des dessins. D'ailleurs, une de mes activités, enfin voilà, une de mes passions, je suis artiste, photographe et peintre. Et tout mon travail photo tourne autour du fil rouge de la symbolique de la frontière. Donc ça, je vais mettre Et quelques-unes de tes photos. voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit par exemple? Ben, moi, je vois un Toi, qu'est-ce que dragon, tu vois? quoi. Voilà, toi Moi, tu là, vois. je vois une tête de dragon devant. Euh, je vois un dragon. Il y a les petites Mais oreilles. moi, j'ai vu une tête de panthère. Donc ça, c'est une souche d'arbre que j'ai rencontrée. J'ai tout de suite vu une tête de panthère. La panthère. Là, par exemple, là, moi, je vois une empreinte de pied d'un géant, mais il n'y a que son pouce qui est resté et les trois autres pieds, ils sont coupés. Eh ben, tu vois, moi, je vois un buffle. Tu vois un buffle? Oui, Ah oui, avec, un buffalo. voilà. Oui, moi, Oui, c'est un un buffle africain, bison. hein, Un forcément. bison. Toi, tu vois un Oui, buffle. Moi, je vois un bison. Maintenant que tu oui, me l'as mais dit. voilà. Ouais. Je vois un bison, absolument. Et Et ça, c'est quoi? là, je vois un couple qui s'embrasse. Ou un maman, peut-être une maman et un bébé, ou une maman et un bébé, ou deux personnes qui s'enlacent. Oui, ben, moi, je vois un cygne. Ah, tu viens. Ah oui, je vois ton signe. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu Donc, vas tu vois, utiliser. Vas-y, donc, explique-nous. je pars donc dans ma pratique, ça ça fait partie des outils que j'utilise en plus de la langue des oiseaux, en plus de la mythologie donc et du tarot et compagnie. Je vais partir d'une image et on peut donc voilà, on est la preuve, on est deux ici, on a déjà chaque fois vu quelque chose de différent. Tu peux Tout à montrer fait. une image, tu vas avoir différent. Et pourquoi? Parce que c'est le principe du symbole. Le symbole, ça vient de symbolon en grec, c'était un objet qui à l'époque était cassé en deux et il y avait, chaque partie prenait un morceau et ça venait soit préciser qu'on faisait partie de la même famille ou c'était un contrat qu'on avait établi pour des terres ou des choses comme ça et donc quand on le remettait ensemble, eh bien c'était bien pour prouver que c'était les personnes. Donc on reliait. Donc les pièces, on reliait les pièces et le symbole était de nouveau en place. Eh bien c'est ça le principe du symbole, c'est qu'il vient créer un pont. Et chez nous, ça vient créer un pont entre l'inconscient et le conscient. Il faut savoir que 95% de nos actions de la journée sont régies par notre inconscient. Donc, si on veut reprendre notre souveraineté, c'est aller donner de la lumière à cet inconscient, c'est-à-dire à nos ombres. Et comment on fait? Eh bien, on part d'une image parce que là, il n'y a pas du tout, il y a pas du tout la raison qui vient. On voit quelque chose et tout de suite, il y a quelque chose qui sort. Le mental ne passe pas par là. Le départ n'est pas le mental. Après arrive le mental. Et encore, ça dépend à quelle vitesse on va. Mais donc, on remonte à la conscience quelque chose qui était dans l'inconscient. C'est ça l'utilité du symbole. Il faut savoir Certaines que c'est notre personnes premier utilisent. langage. Hein. Oui, excuse-moi, certaines personnes utilisent, tu sais, quand ils font des trucs d'encre avec les enfants où on te met de l'encre. Rorschach, les tâches de Rorschach. Ok, d'accord, ça s'appelle comme Oui, ça. c'est ça. Donc ça, tu Exactement. l'utilises aussi de temps en temps ou pas? Les tâches de Rorschach, jamais. Non, 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 non. Non, mais il y a tellement, tellement de choses. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est jouer avec la langue des oiseaux. Donc là, tout à l'heure, on a fait la migraine, mais tu as le jugement aussi. On parle beaucoup du jugement, mais quand tu le décomposes, c'est le juge qui ment. Donc, quelqu'un qui est dans le jugement, il se retrouve dans un juge qui ment. Donc, non seulement il se ment à soi, mais il va mentir à l'autre. Tout à fait. Tu vois, donc, il y a comme ça des tas d'outils et moi je trouve ça passionnant et dans la symbolique de la frontière euh, probablement que c'est tout mon vécu aussi hein, c'est ce passage de frontière en permanence parce que j'ai quand même été expatriée un tiers de ma vie euh, et, euh,
Et c'est très présent en moi. Et une de mes missions de bénévole que j'aimerais un jour arriver à faire, c'est d'aller animer des ateliers photos dans les prisons de femmes. Et je n'ai compris qu'il n'y a pas longtemps pourquoi. Parce que d'abord, moi, j'ai vécu en prison toute ma vie en Afrique, puisqu'on avait tous des barreaux aux fenêtres et aux portes. C'était une forme de prison, quelque part. Enfin, même si ce n'était pas des prisons, mais en fait, on regardait par la fenêtre, il y avait des barreaux. Mhm. Donc, ça. Et puis mon grand-père, un de mes grands-pères est allé en prison, mon père est allé en prison, j'ai failli aller en prison. Donc, voilà, on a un passé de... Et voilà, j'ai envie d'apporter la reconnaissance à toutes ces femmes et aux gardiens de prison aussi, parce qu'on n'en parle jamais, mais ils ont un truc de dingue. Et la symbolique de la frontière, elle est partout. C'est la frontière de l'invisible, la frontière de l'intime, la frontière géographique, la frontière de l'interdit, la frontière du voyeurisme. Par exemple, la frontière de l'interdit, je fais des photos en conduisant. Donc, je conduis d'une main et de l'autre main, ben, je fais des photos. Je ne regarde pas toujours ce que ma route. Et voilà, frontière d'interdit, frontière du danger. Voilà. Passionnant. Je mets ton Facebook pour que les gens le voient et ce qui passe en dessous, Sadea, sophiedeano.com. C'est là où les gens peuvent venir aller regarder ce que tu fais si ça les intéresse. Je sais que là, tu vas faire un congrès, c'est pas le sommet de la congrès, résilience. le sommet de la résilience. Donc, qu'est-ce que le mot résilience pour les gens qui ne connaissent pas? Je mets là. Sommet de la résilience, alors c'est gratuit, non? Comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Oui. C'est sur mon profil public et sur mon LinkedIn et aussi sur ma page Facebook. Donc, mais en faisant sommet de la résilience.com, on arrive sur le site normalement. Alors, qu'est-ce que le sommet, qu'est-ce que la résilience en quelques mots pour toi, depuis ton point de vue à toi? De quoi Alors, tu mon vas point parler? de vue à moi, c'est la résilience, en tout cas, moi je vais en parler dans la santé puisque c'est vraiment ça, c'est cette capacité, avec les traumas qui se sont installés et les maladies qui se sont installées, c'est à un moment donné dire je n'accepte pas, je peux m'en sortir, hein, parce que malgré ces 25 ans, j'aurais pu dire, au bout de 25 ans, croyance limitante, personne ne peut me soigner et rien ne se passera. La résilience, c'est cette capacité à rebondir et à sortir d'une situation qui nous a figés, que ce soit pendant X jours, X semaines ou X années. Mais c'est cette capacité à aller démêler tous ces nœuds de manière à retrouver un fil bien joli, bien droit et reprendre le cours de sa vie avec les leçons de ce qui s'est passé et avec une joie. Je pense que, je suis même certaine que le mindset est fondamental pour rentrer dans la résilience. La résilience, c'est dire je n'accepte pas ou j'accepte ce qui se passe, mais je vais mettre tout en œuvre pour m'en sortir. Et au final, s'en sortir. Et toi, tu vas en parler de quelle manière à ce sommet-là, comme dans quel est le, parce que je sais que vous êtes plusieurs intervenants. Moi, je Donc vais toi, en parler. tu vas parler des symboles aussi, justement. Comment? Tu vas parler des symboles, justement. Je vais parler des symboles, je vais parler de la santé, oui, parce que j'ai non seulement mon témoignage, mais quand je vois des clientes dont je me suis occupée, que j'ai coachées et qui se sont sorties de pathologies lourdes, voilà, ça c'est la résilience. D'abord, il y a la volonté et la motivation qui est là, et puis c'est cette capacité à aller chercher tout ce qu'il faut autour de soi et en soi surtout, parce que quand je dis le mindset est super important. L'esprit est plus fort que la matière, quoi. Et oui. Et pour s'en sortir, quoi. Donc, tu vas parler de tes contacts avec des clients qui sont venus, qui avaient des maladies difficiles, des pathologies difficiles, et qui ont réussi, qui se sont résiliés
peut-être au fait qu'elles allaient peut-être devoir mourir et quitter ce corps et partir de là. Et de ce fait, se dire, bon, bah, tant qu'à faire, je vais aller me regarder en face, je vais aller creuser, je vais aller au bout du bout, je vais aller voir la racine des choses. Et une fois que cette racine est mise à la lumière, bon, pour beaucoup de fois, la transmutation est établie et les cellules vu que le corps se régénère les 21 jours ou plus, hein, selon le foie, etc., on sait quoi, ça prend un temps déterminé. Tout d'un coup, c'est ce que j'ai fait avec une tumeur de 20 cm au niveau de l'utérus. Donc, c'est cette capacité, c'est pour ça, j'ai des clients qui viennent aussi pour faire des voyages de guérison. Et je dis toujours, moi, personnellement, ce que je dis, c'est la guérison, elle n'est pas garantie. Elle est garantie selon ta foi et selon ce que toi, comment toi, tu crois à cette possibilité et à cette capacité-là. De la même manière qu'on croit qu'on est de la merde, que personne nous aime, qu'on a une vie difficile, que ça va être horrible, etc., on peut croire qu'on est quelqu'un et savoir qu'on est quelqu'un de merveilleux, de tout-puissant, d'éternel, qui peut avoir de la réussite, qui peuvent être aimés, etc. Donc en fait, toi, ton chemin, et c'est ça que ça devient intéressant, c'est que non seulement tu accompagnes les gens pour faire ça, mais tu utilises la nutrithérapie. Et c'est là où moi, je voudrais savoir quel est le point commun. Quelqu'un qui fait... Oui, voilà, explique ça, s'il te plaît. Alors, je vais juste faire une précision, c'est qu'à l'époque, quand je suis sortie de tout ça, la confiance en moi, l'estime de moi, j'en avais pas ou pratiquement pas. J'en avais pas beaucoup en tout cas. Mais je suis quand même sortie de ça. Donc même si le mindset était ok, il n'était pas à 100% ok, mais ça a suffi. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, en quoi je mélange la nutrithérapie et l'univers des symboles, c'est que non seulement quand quelqu'un vient me voir, je vais d'abord aller, je passe en fait toute sa vie à la moulinette. Il n'y a pas un pan de sa vie dont je ne vais pas connaître quelque chose. C'est vraiment, c'est façon maïotique de Socrate. C'est de l'accouchement, c'est une anamnèse, c'est beaucoup de questions. Et on va voir non seulement l'alimentation, mais le comportement alimentaire aussi. Et pendant le questionnement, sans qu'elle s'en rende compte, il y a des tas de questions qui font référence à des symboles ou à la langue des oiseaux, des choses comme ça. Et en plus, j'utilise énormément la symbolique des aliments. Parce qu'il faut savoir que quand on a soit des allergies, soit qu'on déteste, soit qu'on a des cravings, des choses dont on ne peut pas se passer, ces aliments viennent nous parler. Ils ont tous une connotation psychologique et émotionnelle. Et ça, c'est très important aussi dans la sortie de problématiques, surtout avec les migraines, quand on vient parler du sucre. Tout ce qui est sucre, tout ce qui est produits laitiers ont une connotation hyper importante, hyper forte. Et dès le moment où on a... Tu veux un exemple? Oui, par exemple, du comté. Par exemple, je vais te parler de la connotation du lait. Ouais, du lait. Du lait de vache. Ouais, c'est du lait de vache. Quand est-ce que le lait fait référence à quoi? Au lait maternel, au sein. Au lait maternel. Donc, le lait fait référence à la mère. OK? Donc, les personnes, la première chose, c'est les personnes qui ont en problématique de produits laitiers, qui ne peuvent pas se passer de produits laitiers. C'est, première question, quel est ton rapport à la mère? Et on va commencer par la mère dans la matière, ta propre maman. Et puis, comment est-ce que tu es une bonne mère pour toi? Et puis, ça peut être aussi la question, quel est ton rapport à la grande-mère, à la mère nature, à la Pachamama? Donc, on va aller voir toutes les mères. Et en fonction, alors là, on peut aller plus dans le détail, en fonction du type de fromage, on va se retrouver avec des fromages qui vont être plus ou moins salés. Et donc là, avec le sel, on vient mettre la connotation du père.
Donc, on essaye d'alchimiser, de régler son problème à la fois au père et à la mère en allant prendre des fromages à pâte dure, donc qui ont déjà été un peu transformés, en y rajoutant du sel. Donc, c'est une façon de régler sa problématique papa-maman. C'est la première infidélité à poser dans notre vie, c'est à nos parents. C'est compliqué, mais il y a très peu de gens qui le font, être infidèle à ses parents. Infidèle ne veut pas dire ne plus les aimer. Hein. Oui, oui. Mais c'est être infidèle à ce qu'ils nous ont enseigné qu'il n'est pas juste pour nous. Qu'on ne sent pas juste pour nous. C'est ça, être infidèle à ses parents. C'est vrai. Ne pas suivre l'éducation à poser, l'espoir, voilà. leur fantasme, leur idéal. Parce qu'il y a toute leur projection. En fait, ne pas se compromettre, c'est d'être infidèle à ses parents. Sauf si on a des parents qui ont suivi, qui ont une autre état d'esprit. Alors, est-ce qu'on peut faire un autre exemple pour un aliment? Parce que je crois pour le sucre, la problématique du sucre. Voilà, c'est ce que j'avais. Moi, j'allais dire plutôt le chocolat. J'adore le chocolat noir, des fois avec des petites noisettes croquantes à l'intérieur. Et c'est vrai que j'aime bien le chocolat avec du sel de Garande aussi dedans. Donc, ça, c'est. Tu vois, mais j'aime bien le chocolat noir. Avant, j'adorais le chocolat au lait, très sucré, mais je suis de plus en plus j'essaie de garder plus de naturel, surtout au Costa Rica, j'avais mes arbres de cacao, tu vois. Donc, j'ai découvert une autre forme de chocolat. Mais là, quand je mange du chocolat, c'est, tu vois, le chocolat noir, 75%, avec des noisettes, un petit peu de sel. Tu as déjà essayé le 100%? Oui, mais le truc, c'est que j'adore manger du chocolat, et que le 100%, je mange la moitié et je suis rassasiée. et que j'ai pas envie d'être rassasiée, je veux continuer. Ah, voilà. Eh bien là, on va rentrer dans la notion de plaisir. Quelle est la différence entre le plaisir et le bonheur? Le bonheur est éternel, le plaisir est éphémère. Ah, non, exact. Et le plaisir fait référence à l'enfant. Et le plaisir fait référence à l'enfant. Le plaisir, c'est l'immédiateté de l'enfant. Donc, quand on a des problématiques d'addiction, c'est aussi une des pistes qu'on va aller chercher, c'est la maturité affective. Elle est où? Où est-ce qu'on en est de la maturité affective? Donc, en fait, plus tu deviens mature, plus tu deviens responsable de tes émotions, souverain, enfin, quelles que soient les choses qu'on emploie par rapport à l'émotionnel, là, je parle. Hein. Oui. Et bien, finalement, ces addictions alimentaires, ces petits dysfonctionnements se règlent par eux-mêmes parce que tu n'as plus ces cravings, comme tu disais. Comment on dit craving en français? Addiction. Non, c'est assez addiction. Non. Les cravings, ce sont des appels. D'un coup, tu as envie de te taper, comme tu disais, toi, ton paquet de chips dans l'après-midi. À 6h30. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Vas-y, il y a quelque chose que tu veux dire? Oui, c'est ça. Je pars sur une île déserte, mais je ne partirai pas sans mon Mars, par exemple. Voilà. Voilà. Ça, c'est... Alors, voilà. Non, ça, moi, non. Alors là, c'est là où je suis très fière de moi, c'est que tous les trucs un petit peu Nestlé, machin et tout, je ne peux plus. Il y a trop de sucre pour moi à l'intérieur. Voilà. C'est hyper écœurant. Mais c'est vrai que le chocolat, un bon chocolatier belge ou français, mais écoute, tu me rends dedans et je deviens effectivement un petit enfant. Je deviens un enfant. Je commence à faire des danses bizarres, à utiliser une voix étrange. Donc, vraiment, moi, tu me connais, j'ai ce côté enfant éternel qui sort, surtout avec la bouffe. Je suis d'accord. Donc, je comprends ce rapport que tu as à l'humain avec la nourriture. Et du reste, je vais le mettre. Tu as écrit ce livre qui s'appelle Management et Nutrithérapie. Je sais que tu as de couverture et tout ça. Et donc, ça, c'est pour Donc, ça, c'est intéressant. Alors, oui, explique ce titre. Oui. Ce titre est très particulier. Parce que voilà, c'est quoi le lien entre les deux? Alors, quand je parle de management et nutrithérapie, je parle de 3 types de management. Il y a le management de la vie professionnelle, le management de la vie privée et le management de la santé.
Et quand on voit le management et la nutrithérapie, ils ont les mêmes objectifs, l'objectif de performance, objectif de bien-être, objectif de rentabilité. Enfin, voilà, on a la même chose avec notre corps, avec l'énergie et compagnie. Donc ça, c'est le parallèle que j'ai fait et c'est expliqué dans le livre. Mais dans le livre aussi, j'explique le système que j'ai créé, qui est un système de santé globale qui s'appelle l'étoile énergie. C'est une étoile à 7 branches. Et un système, dans le monde scientifique, un système, c'est fait de plusieurs parties. Et quand on va agir sur une des parties, toutes les autres vont être affectées. Et donc, dans mon étoile à 7 branches, il y a 7 nutritions. Une des nutritions, c'est l'alimentation. Et puis, il y a 6 autres nutritions, comme la nutrition professionnelle, comportementale, physique, spirituelle, émotionnelle, qu'est-ce que je dis encore enfin, il faut aller voir, je ne me rappelle plus. Donc, comportemental, professionnel, relationnel, émotionnel, spirituel et physique. Donc, dès le moment où une des branches ne va pas bien, toutes les autres vont être affectées. Je vais prendre de nouveau l'histoire avec la nourriture. Quelqu'un qui va me dire, je mange super bien, je vais acheter des aliments bio, je les cuis à la vapeur, je fais attention à tout, je mâche bien. Et puis, mais je comprends pas, je suis tout le temps fatiguée, je dors pas bien. Alors, je vais poser la question, je vais aller voir dans les 6 autres branches. Et puis, je peux découvrir qu'au niveau des relations, c'est le bazar, pour pas dire bordel. Soit elle a pas, elle rêve d'avoir un amoureux, elle en a pas. Soit elle est mariée, c'est le bazar. Soit elle est fâchée avec sa famille. Soit elle n'a pas de vie sociale. Soit elle s'entend pas avec ses collègues au bureau. Donc là, on peut déjà partir dans tous les sens. Je vais plus loin. Est-ce que tu as une vie spirituelle? C'est quoi la spiritualité pour toi? Non, ça m'intéresse pas. Je rien à faire de ça. Il faut pas aller chercher, voilà. Et comme ça, quand on creuse un petit peu, et les gens commencent à comprendre que la santé, et c'est comme ça que je le vois donc dans mon étoile à 7 branches, la santé, c'est comme un puzzle. Tout comme l'aliment qui est un puzzle de choses. En médecine, la médecine classique a démantibulé le puzzle, notre puzzle corps. Et ils sont allés chercher un morceau du corps et ils sont devenus spécialistes dans ce morceau. Et ils vont chercher un autre morceau et ils sont devenus spécialistes. Alors, ils sont parfaits en technique, en réparation, parfaits. Mais la globalité du corps n'existe plus. Et ça, c'est avant, parce que là, on est en train d'arriver justement sur tous ces changements dans le monde en ce moment, oui. Exactement. Et on a fait la même chose avec les aliments. On a démantibulé les aliments et on a fait ce qu'on appelle les AUT, les aliments ultra transformés. Et on a perdu l'effet matrice, ce fameux effet matrice de ces éléments qui fonctionnent en synergie quand ils sont ensemble, mais quand ils proviennent de la même plante, parce que quand on va chercher, quand on démantibule et qu'on va recombiner pour faire des aliments ultra transformés, on n'a plus du tout le même effet. Et est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre de recettes pour équilibrer le business, tu vois, un truc, tu vois, c'est peut-être un peu bon. C'est mon cerveau droit là qui part en couille un peu. Pardon, excusez-moi, je suis peut-être des enfants. Qui part un petit peu en j'annule, qui part. Mais tu sais, parce que quand je t'entends ça, moi, c'est formidable parce qu'effectivement, tout d'un coup, revenir c'est ce dont on parle tout le temps, souvent revenir à la source, revenir à la permaculture, à l'alimentation divine, à cette synergie des plantes avec le CBD par exemple et le chanvre qui est hyper important, avec les nouveaux paradigmes même de la fin d'une société, la fin d'une certaine politique, avec quelque chose où on va aller plus dans l'ordre des choses, dans une table ronde où les gens commencent à devenir leur propre autorité et donc avoir un respect avec Pachamama et avec le reste du monde, etc. C'est vachement intéressant, cette histoire des 7 branches, de cette étoile à 7 branches, c'est génial parce qu'effectivement, bon, on le sait. Bon, moi, je le savais que physique, mental, émotionnel et spirituel, quand il y a un des 3, même si dans le yoga on en parle, un des 3 qui est dysfonctionnel, tout est dysfonctionnel. Mais toi, tu as carrément rajouté le business aussi. Et ça c'est un truc auquel je n'aurais pas pensé.
Donc, Oui, j'ai ça rajouté les paraît j'ai peut-être rajouté. fou de parler d'un livre de recettes, mais ça, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait. Mais Parce que pratiquement tous c'est des mes clients recettes, me excuse-moi, demandent des recettes. et pas que des recettes d'alimentation, tu vois. Il y a des recettes à manger. Tu peux faire un chapitre recettes alimentation et un chapitre recettes pour des relations harmonieuses, recettes pour réussir ton business, ton marketing. Tu vois ce que je veux dire? Et reset dans le, dans le langage des anneaux, reset, set yourself again. Alors là, on est parti loin. Ouais, C'est pas ce on qui se est, passe on est quand on est parti ensemble. loin, ça c'est clair. Oui, Très, oui. très. Et donc, dans la symbolique, elle est aussi sur ma couverture avec les 3 couleurs noires, rouge et blanc. Elle est dans le chiffre 7 parce que mon étoile à 7 branches, je n'ai pas choisi pour rien le 7. Le 7 a une connotation très Numérologie. importante partout, numérologique très, 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 très importante. Et d'autant plus dans ma vie, parce que dans le fameux référentiel de naissance dont j'ai parlé tout à l'heure, le 7 dans le tarot, c'est le chariot. Et le chariot, c'est je conduis une chevaux, je conduis une Maserati, et est-ce que je vais la conduire d'ailleurs? Est-ce que je vais enfin prendre ce volant en main? Est-ce que je vais maîtriser mes pulsions? Est-ce que voilà, est-ce que c'est un peu le principe de pouvoir mener son char de lion ou de chevaux rien que par la pensée sans avoir besoin des rênes. C'est avoir cette maîtrise-là. J'adore, on pourrait en parler pendant des Mais heures. oui, oui, Est-ce que oui. tu serais d'accord que je regarde s'il y a des questions? Ben oui, avec plaisir. Oui, oui. On va voir s'il y a des gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent bonsoir, etc. Il y a quelqu'un qui a dit, bon là, ça n'a rien à voir, mais je me suis guérie toute seule d'une hypothyroïdie déclarée à 17 ans, Oui. juste en refusant le diagnostic du Toubib. Ah, ça. Mm. Le pouvoir de la pensée. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le pouvoir de la pensée. En fait, c'est la gestion de la pensée et on confond beaucoup la pensée positive et la gestion de pensée. Ça n'a rien à voir. La gestion de la pensée, c'est contrôler la pensée, c'est contrôler ses pensées de manière à contrôler ses mots. La pensée positive, c'est être positif tout le temps. On peut être hyper positif dans sa vie, mais ne pas avoir de gestion de pensée et continuer à employer des mots comme par exemple quand on vient de manger un super dessert, dire waouh, quel tuerie ce dessert, j'annule. Mais voilà, on est hyper positif, hein, c'est une tuerie, j'annule. On n'a C'est pas du tout ça. géré la pensée là. Et puis, il y a Donc on n'a beaucoup pas. de gens qui utilisent la pensée comme le truc d'attraction sans savoir ce qui est vraiment meilleur parce que le plan, l'univers a un plan pour nous. Des fois, ce que l'on demande, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Il y a peut-être mieux qui arrive derrière. Et en plus, la véritable chose, c'est d'aller au fond de nous, de regarder nos peurs, de nous confronter, de devenir à 100% responsable. Donc, il y a tout un truc. Et justement, je vais rebondir sur, il y a quelqu'un qui s'appelle Voleur de poules. Ça me rassure que vous ayez eu vos guérisons par vous-même. Je suis actuellement perdue dans des théories. Alors, il y a quelqu'un qui s'est égaré, en fait, tu vois. Il a été découvrir par lui-même, faire ses propres recherches, et Ouais. ce voleur de poules, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, est perdu dans des théories sur Dieu, qui a en abomination le magnétisme, etc., le fait qu'on se soigne seul, sans lui. Alors, avant que Sophie réponde, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a écrit ce livre? Moi, c'est la question que je te demande. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a dit qu'il avait en abomination le magnétisme et l'énergie qu'il a créé et dont l'univers est totalement fait? Voilà, c'est un petit aparté. Sophie, qu'est-ce que tu pourrais répondre à voleur de poule? Sors du Bah, mental. oui, mais écoute, alors, chacun fait sa vérité, on est bien d'accord. Ok. Donc, à un moment donné, personne n'a la vérité. La vérité n'existe pas. On a chacun sa vérité. Et sa vérité, comment on la construit? D'abord par le savoir. Donc, en allant dans les livres, en allant se former à gauche, à droite, on construit son savoir, on construit son intellect. Une fois qu'on a construit ce savoir, on a construit son intellect, c'est le mettre en pratique et rentrer dans l'expérience et dans l'action. Et à partir du moment où on est rentré dans l'expérience et dans l'action de ce savoir et qu'on a intégré le savoir dans le corps et dans les cellules par l'action,
ça devient de la connaissance. Et on retrouve ce avec quoi on est né, puisque connaissance, c'est on est né avec ça. Mais on l'a perdu au fil du temps, au fil des années, notamment par toute la culture, l'enseignement, les parents, tout ce qui était autour de nous. Mais donc, c'est aller retourner dans cette vérité en passant par ces différentes étapes. Donc, et alors, là-dedans vient aussi toute cette histoire de Dieu où on l'appelle comme on veut. Mais dès le moment où, dans le savoir, on comprend que physiquement, biochimiquement parlant, nous ne sommes qu'énergie parce que nous sommes une multitude de milliards d'atomes. Et quand on sait comment un atome est formé, que ce n'est que du vide et de l'énergie, eh bien, nous ne sommes comme ça. Là, c'est du savoir pur. Après, il faut aller l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Et donc, tout ce que nous vivons, on pourrait dire, tout est énergie. On est dans de l'énergie. Dieu, ou on l'appelle comme on veut, on l'appelle l'un, on l'appelle la source. Mais il faut juste accepter que sur Terre, on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un au-dessus de nous, qui qu'il soit, que ce soit un humain ou autre chose. Il n'y a pas d'égalité sur Terre, c'est juste un rêve, ça. Et donc, il n'y a personne qui a de vérité. On est un, mais différent. Voilà. Si Voleur de Poule a envie de croire ce livre qui sort de je ne sais où, c'est sa vérité. Et je dirais même plus, de toute façon, toute vérité, déjà, c'est la tienne, c'est pas forcément la vérité, mais je te conseille, si tu es perdu après avoir lu quelque chose, c'est que c'est pas en alignement avec toi, c'est que ça va à l'encontre de ta pensée, de ton cœur, de ce que, en ton intuition, ce que te dit, écoute-toi et confiance en toi. Ne te perds pas dans les méandres des projections des autres, à essayer de te reconditionner et à devenir quelqu'un que tu n'aimes pas, parce que tu as peut-être peur de ne pas être aimé par Dieu, mais tu es aimé par la source, tout est amour, tout est parfait, et écoute ce qui t'apporte de la légèreté, de l'expansion, au lieu d'aller vers quelque chose qui va t'écraser et te resserrer et t'étouffer et faire que tu doutes et que tu as peur. Je ne pense pas que la source éternelle, le un tout-puissant, est fait de peur et de punition. Donc, je vais donner un dernier conseil à Voleur de Poule. Afin de savoir ce qui est bon et juste pour soi et de faire confiance à son intuition, la toute première étape, et on ne peut pas la bypasser, on ne peut pas l'éviter, c'est d'écouter son corps et de faire attention aux signes que le corps donne. C'est la première étape pour ensuite avoir accès à sa fameuse intuition et à sa petite voix. Si on ne passe pas par cette étape d'écoute du corps, l'intuition, on n'y aura jamais accès. Exactement. Clara te demande, est-ce qu'on peut lier le nutrisymbolisme à la psychomorphologie? Alors, la psychomorphologie, ça fait partie des outils que moi, je n'utilise pas. J'en utilise un tout petit peu, mais vraiment très, très peu. C'est une branche pour aller étudier un petit peu plus la personnalité de quelqu'un, mais c'est juste, je veux dire, c'est une branche. C'est très spécifique. Il faut la relier à d'autres choses. Ça ne peut pas être que ça. C'est ça que je veux dire, en fait. Super. Depuis que j'ai fait des ateliers de guérison des blessures de l'enfance, mon alimentation a changé. Je mange des aliments que je n'aimais pas. Le sucre a fortement diminué. C'était abusé avant. Oui. Ben oui, le sucre, c'est lié à l'enfance. Hein. C'est même lié à la gestation, le sucre. Très intéressant, le référentiel de naissance. J'ai fait un axe symbolique par rapport à mon papa. J'avais un nœud par rapport à mon père. Et après, on s'est retrouvés et c'était magique. Ah oui, bravo. Alors, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Ah oui, j'ai beaucoup de mots à annuler. Comment procéder? En ce moment, j'ai du mal à rester toujours positive. Alors, comme je disais, il y a une différence entre rester positive et gérer sa pensée. Donc,
d'un côté, on est positif, on voit toujours la vie du bon côté, et sans être dans le déni, hein, parce que ça, il faut faire attention quand même quand on est dans la gestion positive, c'est quand même d'accepter les choses qui vont moins bien et donc de ne pas être dans des dénis. Mais la gestion de la pensée, c'est alors je vais parler des médias, même si je ne les regarde plus ou pratiquement plus, je veux dire, je regarde 1% de ce qui se passe. Quand on regarde les médias, qu'on va entendre, et donc on n'évitera pas le vaccin, annulé. Annulez ce que vous venez d'entendre parce que ça, c'est posé, même si ce n'est pas vous qui l'avez dit, vous l'avez pris dans l'énergie, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu, vous l'avez pris en énergie. Donc, ça, il ne faut pas le prendre. Donc, c'est ça la gestion de pensée, c'est vraiment annuler des choses négatives, des choses qui ne correspondent pas à la création de la vie, quelque part, en fait. Donc, et comme une chose très simple, c'est que quand vous dites quelque chose qui n'a pas une fréquence des plus élevées, vous dites tout simplement j'annule. Ou quand vous entendez quelque chose, vous dites non, j'annule. Oui. Et ça va devenir une habitude. Depuis fin septembre, je suis en train de faire un travail de mémoire cellulaire fort, voyage de guérison, continuation d'un chemin entrepris depuis un bon moment. Déjà, les choses s'éclaircissent, ma colère se calme, mon cœur et mon âme s'apaisent, mon corps se soigne. Tout est lié. Oui, alors, je voudrais voir des questions. Tu as quelque chose que tu veux dire à ça? Parce que je ne vois pas de questions. Je vois beaucoup de gens qui disent merci, qui disent que c'est passionnant, que voilà, quoi. Je pense que c'est beaucoup de commentaires plutôt. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Il y a vraiment plein de trucs, mais c'est... Oui, il n'y a pas de questions. Magnifique live, gratitude. J'ai vu tout pareil que Sophie. La langue des oiseaux, ça me passionne. Quelqu'un qui aime beaucoup tes photos. Les gens voient des loups, des bisons. Je retourne en arrière en fait. Ah oui, sur les photos. J'arrive mieux à comprendre pourtant de crises d'angoisse, stress et peur. Ma mère et mon père aussi, il y avait la guerre. Je comprends mieux pourquoi j'arrive pas à sortir de tout ça, des douleurs de partout. Quand j'ai des crises d'angoisse stressée, c'est horrible. Et c'est plus, on a mal car c'est un peu partout. D'abord, d'accord, oui, mon médecin m'a donné des cachets. Oui, moi aussi, on n'arrive pas à me comprendre. Peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec Sophie, tu sais, parce que là, ça ressemble aussi à du post-traumatic stress. Oui, il faut juste comprendre que tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Donc, toutes les émotions qui ne sont pas exprimées vont s'imprimer dans le corps, vont s'imprimer dans les cellules, vont se cristalliser dans les cellules, vont s'imprimer dans les muscles. Et petit à petit, donc ça va créer des douleurs. Et donc, il y a différentes techniques pour nettoyer. Moi, ma technique, c'est pas pour nettoyer, c'est juste pour la prise de conscience en allant découvrir le sens. Mais après, et en même temps, il y a des techniques libératoires comme la méthode de libération des cuirasses, nettoyer les mémoires cellulaires, la kinésiologie qui va aussi beaucoup aider. Donc, il y a vraiment, on est gratitude pour cette époque parce que malgré tout ce que nous vivons, nous avons un éventail de pratiques thérapeutiques qui peuvent nous aider à aller nettoyer une fois qu'on a découvert le sens de ce qui se passe. Donc je suis là pour travailler en amont et aller découvrir le sens. Et en même temps, donc, quand les choses sont enfin mises en lumière, il y a des tas de techniques pour aller ensuite balayer, faire le ménage. Là, il y a des petites questions qui arrivent. J'adorais le fromage et le saucisson. Depuis très longtemps, je bois des laits végétaux et le fromage disparaît de mes besoins. Je détestais la cannelle et aujourd'hui, j'en ai besoin. Pourquoi? Est-ce que tu as une réponse à ça? Alors, la symbolique de la cannelle, je ne la connais pas par cœur parce que vu le nombre d'aliments, moi, je les connais pas tous par cœur. Par contre, donc elle dit qu'elle en est où avec le sucre?
Non, le fromage, c'était fromage et saucisson. Le lait, Oui, maintenant, elle boit plus de fromage. Le fromage est en train de disparaître de ses besoins et elle boit oui. des laits végétaux. Je Et sa détestais question, la cannelle et aujourd'hui j'en ai besoin. c'est surtout de l'épice. Elle a besoin de plus d'épices, en fait. Oui, mais la cannelle, alors la première chose, même si je ne connais pas la symbolique, hein, moi quand on me dit ça, la première chose que j'ai envie de demander, c'est cannelle fait référence à quoi pour cette personne? Sans réfléchir. Je dis cannelle, ça fait référence à quoi? Il y a une image qui vient, il y a une odeur qui vient, il y a une personne qui vient, il y a un pays qui vient. Qu'est-ce qui vient? Et on va aller chercher à partir de là. Nathalie, prends rendez-vous avec Sophie. Il y a le site internet qui passe en dessous de vous, hein, parce que là, alors il y a quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que tu peux répondre des questions un petit peu plus pointues? On va voir celle-là, c'est pas Ça sûr. dépend. Je ne fais pas des Puis-je savoir consultations quelle est comme la ça, mais symbolique de la valve mitrale atrophiée? Je ne sais même pas ce que c'est. Valve mitrale atrophiée, c'est quoi la symbolique? alors, Le... la symbolique particulière de ça, on va pas le débattre maintenant, mais à partir du moment où on parle, on est dans cette région, on est dans le cœur, d'accord. Et là, on va aller voir. On peut partir dans plein de choses. Là, moi, je vais partir dans la généalogie, l'histoire des parents, l'histoire de la gestation, l'histoire de la naissance. Donc, voilà, je ne peux pas faire une consultation comme ça en live, mais il y a Oui, c'est beaucoup à ça, c'est que dire. tu as posé qu'est-ce qui a brisé ton cœur ou qu'est-ce qui a fait que tu as trop donné ou pas assez donné. C'est toute une. Tu as beaucoup, beaucoup de questions que tu poses à tes clients pour arriver après à une symbolique. Mais cette personne est née avec ça normalement, d'après ce que. Donc, si elle est née avec ça, ça peut venir de ces de générations aussi et d'autres choses qu'elle a apportées avec elle au moment de son information. Donc, quelqu'un te demande, Marie-Anne te demande, peux-tu expliquer un peu la langue des oiseaux? Ah, alors la langue des oiseaux, c'est la capacité à écouter les mots et à entendre autre chose que ce qu'on lit. Donc, comme j'ai donné donc 2 exemples tout à l'heure, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Alors, si tu es intéressé par ça, tu peux aller voir, tu tapes sur Internet Au clair de la lune, langue des oiseaux. C'est une chanson qu'on chante à nos enfants. Et quand on la regarde dans la langue des oiseaux, on se rend compte qu'on est dans un tout autre registre. C'est pas du tout un truc pour enfants. Ce n'est qu'un message codé. Et c'est ça la langue des oiseaux. En fait, la langue des oiseaux, c'est un langage qui a été développé par des sociétés, je dirais, des Société initiatiques secrète. secrètes pour faire passer des messages durant des temps difficiles et pour garder surtout des connaissances et pour transmettre des connaissances. Donc, ils ont développé la langue des oiseaux. Et en mythologie, euh, pourquoi ça fait partie de ma vie? Je ne vous ai pas encore dit. Dans notre génétique, moi j'ai appris à l'école que dans les gènes que nous avons 2% de gènes codants, donc qui s'expriment, et 98% de gènes dits poubelles. C'est ce que j'ai appris à l'école. Hein. Et en même temps que la grande révolution du CBD avec la découverte du système endocannabinoïde, pratiquement la même année a eu lieu une autre découverte majeure que les traditions connaissent depuis longtemps, hein, mais la science l'a découvert, c'est l'épigénétique. Et en fait, le système de l'étoile des 7 nutritions, l'étoile énergie que j'ai créé, c'est un peu de l'épigénétique vulgarisée. C'est quoi l'épigénétique? L'épigénétique, c'est notre capacité à switcher nos gènes on-off et à déclencher nos propres maladies en fonction de notre comportement et en fonction de notre environnement. Et je suis l'exemple vivant puisque j'ai déclenché une maladie génétique qui s'appelle la cornea guttata, qui fait que je perds la vue. Et dans mon référentiel, dans un des outils que j'ai, qui est le mythogramme, ma mission de vie est représentée par un devin de la mythologie grecque qui s'appelle Tirésias.
C'est dans ma mission de vie. Et Tirésias a été rendu aveugle par la femme de Zeus. Et en échange, elle lui a offert la langue des oiseaux. Donc, quand on découvre ça, on se dit, bon, j'ai les éléments, j'ai fait le lien, maintenant j'ai fait tous les liens. Et depuis toute petite, ma hantise, c'est de devenir aveugle alors qu'il n'y a jamais eu personne d'aveugle dans la maison. Et dans la famille et dans les lignées. Hein. J'ai découvert mon mythogramme des années, j'ai déclenché ça il y a 3 ans. Ma première question, c'était, mais qu'est-ce que tu n'as pas voulu voir toutes ces années? Et donc, depuis 3 ans, j'ai stabilisé. Et je suis occupée petit à petit à faire en sorte que ça régresse et que voilà. Et donc, vous voyez à quel point c'est important aussi quand on peut faire les liens. Peux-tu expliquer parfois, comme je comprends mon blocage, je vois d'où ça vient en même temps, mon corps devient rigide et les douleurs apparaissent dès qu'elle a compris son blocage. Moi, j'ai une petite réponse, mais je vais te laisser dire la tienne. Le corps c'est pas parce qu'on a compris le blocage qu'on est prêt à aller dans la guérison et à sortir. Parce qu'il y a le fameux phénomène du bénéfice secondaire. Quand on est dans une situation, même si elle ne nous convient pas, hein, on est tellement habitué à cette situation qu'on rentre dans un bénéfice secondaire qui fait que c'est confortable dans mon inconfort. Et pour provoquer le changement, il faut une motivation phénoménale. Il faut vraiment une cible qui est la motivation très puissante. Si elle n'est pas suffisamment puissante, même le fait de l'avoir comprise ne va pas forcément déclencher le fait de vouloir mettre en place les actions, parce qu'il y a le bénéfice secondaire. Et pour découvrir le bénéfice secondaire, il y a la question facile qui est « qu'est-ce que je perds ?» Non, qu'est-ce que je gagne plutôt? Qu'est-ce que je gagne en perdant mon bénéfice secondaire? Ça, c'est la première question. Et puis, qu'est-ce que je perds en perdant cette situation? Et c'est à la réponse de cette question-là qu'on comprend son bénéfice secondaire. Et une fois qu'on a déterminé son bénéfice secondaire à rester dans cette situation, à ce moment-là, on a le choix de poser les actes pour elle. En métamédecine, on explique aussi que les maladies sortent, c'est une phase de régénération. C'est-à-dire qu'il y a un conflit qui apparaît, on comprend le conflit, les conflits s'arrêtent et là on tombe malade. La maladie est une phase de régénération, c'est pas une phase d'incubation, c'est une phase de régénération, c'est une phase de sortie, d'élimination du pourquoi, du trauma. Beaucoup de personnes vont s'identifier à la maladie comme étant la source du problème, alors qu'elle est la preuve que le problème est en train d'être résolu. On peut mourir guéri. On peut mourir, voilà. on peut mourir guéri, on peut mourir d'une maladie parce qu'on est en train de guérir. Hein. Exactement. On peut mourir d'une maladie parce qu'on est en train de guérir un état, un choc, un trauma, quelque chose qui s'est passé. Le corona est très lié à la peur de la mort et au deuil, à la perte de quelque chose de cher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens âgés qui partent des symptômes de la grippe. Oui. Mais tout comme en fait, les maladies et les microbes viennent nous aider. Il faut juste comprendre ça. Ce sont pas nos ennemis. Les maladies et les microbes sont là pour nous aider parce que nous n'avons pas la capacité de résoudre une situation. Donc, ils nous mettent, entre guillemets, en arrêt et prennent le relais de manière à ce que ça mature. Exactement. Et les virus mutent toujours, donc avoir un vaccin pour un virus ne sert à rien, vu que c'est toujours en mutation, donc ça veut dire qu'il faut, enfin c'est un bon business, parce qu'il faut toujours un nouveau virus, un nouveau vaccin pour les virus qui sont là pour effectivement réaffecter autre chose, mais c'est un autre sujet. Je suis addict au beurre doux. Est-ce que c'est considéré comme le fromage, le lait, donc du coup lié à la mer? En quelques mots.
Le beurre fait partie des produits laitiers. Oui, oui, c'est que tout, ça reste tout dans le, bien sûr. dans la mer. Oui, Et là, il y a oui. quelqu'un qui est addict au sucre, il est toujours en train de manger quelque chose, j'ai toujours un truc dans la bouche depuis que j'ai arrêté de fumer. Ça, c'est l'enfance. C'est ça que tu disais tout à l'heure? Le sucre, oui, c'est la maturité affective. C'est voilà, la maturité affective, elle est pas encore là, donc c'est toute la problématique. Il faut savoir que l'embryon, quand il arrive dans l'utérus, et c'est comme ça que c'est à ce moment-là que moi j'ai appris l'existence des cannabinoïdes. Quand l'embryon arrive dans l'utérus, il y a un dialogue entre l'embryon et la paroi utérine qui se fait grâce aux cannabinoïdes. C'est là qu'interviennent nos premiers cannabinoïdes, ceux qui. Et si le dialogue Cannabinoïdes, se c'est passe. le latin pour CBD, hein, à ceux qui ne le savent pas. Ouais. Et si le dialogue se passe bien, l'embryon s'installe dans la paroi utérine. Et la paroi utérine, c'est un nid, un lit de sucre. L'embryon va baigner dans du sucre pendant toute la. Donc c'est vraiment, il commence sa vie dans du sucre. Et puis quand il sort du ventre, il va continuer avec le sucre, avec le lait maternel, puisqu'on est de nouveau dans du sucre avec le lactose. Et donc les addictions au sucre, c'est comment est-ce que j'arrive à me libérer de la mère, comment est-ce que moi je deviens une bonne mère pour moi. Et donc après une bonne mère pour les autres. Alors, la fille qui parlait de la cannelle tout à l'heure, le père de mes enfants aimait beaucoup la cannelle et moi pas du tout. Votre question m'a amené à ce souvenir. Cependant, je n'ai pas invité la cannelle consciemment. Et quelqu'un a répondu après, les composants de la cannelle exercent un effet psychotrope sur le système nerveux central et favorisent un état d'esprit clair et équilibré. Alors, même si ce que Jamila a dit qui est très correct, là, dans ton travail de symbole, je pense que c'est un petit peu différent. Mais je ne sais pas si tu as une. Peut-être, Nathalie, tu peux vraiment prendre rendez-vous avec Sophie pour creuser un Donc, peu le père plus. de mes enfants aimait de la cannelle et moi pas du tout. Votre question m'a amené à se souvenir. Cependant, je n'ai pas. Inviter la Ben non, cannelle consciemment. ben non. Ça, vous n'avez pas invité la cannelle consciemment, c'est elle qui s'est invitée. C'est le contraire. Et si elle s'est invitée, eh bien, moi, je vais partir de ce côté-là, oui. Qu'est-ce qui n'a pas été résolu? Il y a encore un petit truc qui n'a pas été résolu dans l'histoire, là. Alors, il y a des gens, et les gens qui sont addicts à l'alcool, c'est la symbolique de quoi? C'est la tristesse. Oh, non, non, avec l'alcool, c'est Ou elle comme les vit dans drogues. l'alcool. En fait, l'alcool et les drogues, souvent, c'est. Alors, on a plusieurs choses avec l'alcool, mais l'alcool et les drogues nous mettent dans un état qui nous permet d'arriver, je dirais, dans des états de conscience. Je vais pas dire dissociés, mais voilà, on est moins dans la matière. Et donc, c'est s'empêcher de faire le travail, parce qu'il faut pas oublier que dans toute la pratique spirituelle ou initiatique, on est d'une étoile, on descend en incarnation, on rentre dans le chaos et on remonte. Donc il y a l'involution qui fait qu'on va s'incarner pour rencontrer le chaos et puis remonter en évolution jusqu'à retrouver notre étoile. D'accord? Et donc les maladies, il y a toujours 4 phases dans la maladie. Il y en a 2 dans l'involution et 2 dans l'évolution. Et donc, prendre de l'alcool ou prendre des drogues, c'est bypasser toutes les étapes qui nous permettent d'accéder à notre étoile dans le retour, dans l'évolution. C'est quand on n'a pas envie de faire le travail. Alors, on est dans l'inconscient, évidemment, hein, et c'est qu'on n'est pas incarné. Souvent, les personnes qui sont dans les addictions et dans l'alcool sont des personnes qui ont beaucoup de mal avec l'incarnation, ne se sentent pas à leur place sur Terre d'une façon ou d'une autre. C'est ça. En tout cas, ont du mal à ressentir leurs émotions, à se regarder, et comme tu l'as dit, ils font un bypass assez important. Alors, quelqu'un là, elle est bigorexique, elle est donc addict au sport, elle est addict au chocolat noir et au beurre de cacahuète. Est-ce que tu aurais une piste?
J'adore. Alors, il faut savoir qu'addict au sport, ça devient l'excès nuit en tout, hein. Donc, l'addict au sport, ben, ça va provoquer déjà biochimiquement, physiquement des tas de problématiques. Ça, c'est déjà une chose. Donc, pourquoi alors, c'est toujours aller se poser la question, hein. Si on veut évoluer sur son chemin de conscience, si on veut chaque fois augmenter son niveau de conscience et à chaque fois aller mettre de l'ombre dans l'inconscience, puisqu'il y a quand même 95%, je le répète, de nos comportements qui sont quand même dirigés par cet inconscient, c'est pourquoi est-ce que je suis addict au sport? C'est bien beau de dire je suis addict au sport, mais il y a un pourquoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. La première réponse ou pourquoi. Et puis à cette réponse, moi, je vais encore poser un pourquoi, jusqu'à ce qu'on arrive à justement l'origine, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le chocolat extra noir. Oui, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on est avec du chocolat extra noir, c'est qu'on a déjà physiologiquement besoin des nutriments qui sont beaucoup plus nombreux dans le chocolat noir, dont ce fameux magnésium, qui intervient quand même dans plus de 300 réactions enzymatiques. Hein, donc, qui va intervenir sur le système nerveux, sur beaucoup de choses. Il faut savoir qu'à chaque coup de stress, on fait pipi son magnésium. Donc, les gros addicts de café font pipi leur magnésium aussi. Donc, ce magnésium, on en a besoin tout le temps. Donc, peut-être déjà rien que ça, le chocolat noir, extra noir. Et puis, c'est aussi c'est de se donner de l'énergie. Donc, c'est besoin en permanence d'énergie du chocolat noir. Le chocolat au lait, ça va être besoin de douceur, besoin de câlin, besoin d'amour. Voilà. Et du Beurre beurre. de cacahuète. Ah, le beurre de cacahuète. Ben, le beurre de cacahuète, c'est la cacahuète. La cacahuète est là pour voir un petit peu ce que ça vient parler chez nous. C'est aller s'intéresser à comment pousse la cacahuète. De quoi est fait une cacahuète et comment est-ce qu'elle pousse? Elle pousse sous la terre ou elle pousse au-dessus de la terre? Donc, au niveau des émotions, ça va venir parler aussi de l'introversion, de l'extraversion, la cacahuète. Alors, quelqu'un dit, la consommation du CBD peut-elle aider à garder l'embryon dans l'utérus? Oui. Alors, Oui, comme nous il y a disait tout à des l'heure, études. voilà, regarde sur Internet, tu mets CBD embryon, ce qui est important. Et puis venez, alors il faut savoir que je travaille, j'ai rencontré Sophie dans mon réseau où on démarche les gens pour faire découvrir des produits de CBD ou gagner de l'argent et rentrer dans l'entreprise pour avoir une nouvelle vision. Donc on offre une nouvelle manière de se soigner et aussi une nouvelle manière de gagner de l'argent. Donc c'est très intéressant et je suis très heureuse parce que je rencontre des gens exceptionnels dont Sophie et d'où des amitiés se lisent et c'est vraiment exceptionnel. On fait des présentations ensemble tous les mercredis. On en a une vendredi pour celle de l'affaire. Et c'est très important de comprendre que le système endocannabinoïde qui est qui a été découvert en 1980 parle vraiment de ça. Donc regarde système endocannabinoïde, regarde pourquoi est-ce que ça. En fait, nous on crée nous-mêmes nos cannabinoïdes et on a besoin d'ingérer du cannabinoïde. Donc ça peut être une facilité, mais maintenant, parfois, il y a des âmes, elles ne sont pas là pour s'incarner Oui, c'est ça. aussi. Donc, tu Exactement. peux lire le livre qui s'appelle Les 9 marches, hein, qui est juste super sympa. Et il y a toutes sortes de possibilités, d'accord? Donc, ce n'est pas la solution magique. Ce qui est magique, c'est ton système endocannabinoïde. Et parle aussi, exemple, beaucoup à ton médecin, hein, évidemment. Oui, et puis de nouveau, moi, là, c'est surtout la question qui m'interpelle parce que est-ce que ça peut aider à garder l'embryon? Ça veut dire qu'il a déjà fait des tentatives de partir ou est-ce que la personne est dans une peur de le perdre? Donc, c'est surtout là-dessus qu'il faut aller travailler pour que l'embryon reste. C'est pas seulement dans le physiologique, hein. C'est aller voir un petit peu d'où vient la question. Exactement. Alors là, il y a plein de questions qui arrivent. Euh, alors, je ne sais pas si ça, tu peux répondre. Quelle est la signification, elle l'a posé plusieurs fois, quelle est la signification d'une épine calcanéenne? Non, ça, je peux pas répondre.
C'est trop pointu, trop spécifique, ça, je ne peux pas répondre comme ça. Oui, comme vous avez compris, Sophie pose beaucoup. C'est tout un processus de questionnement, etc. Elle n'est pas que spécialisée en psychologie corporelle impliquée, hein, comme le fait le Odoul, avec qui j'ai pris des cours de shiatsu, où il y a un livre dessus qui est vraiment sympa. Et puis il y a aussi Ton corps te dit je t'aime, hein, de Lise Bourbeau, qui est vraiment, vraiment cool aussi. Et puis Tu peux guérir ta vie de Louise Hay, qui sont des livres qui existent depuis une trentaine d'années maintenant. Mais elle va vraiment au fond des choses. Donc, ne soyez pas frustrés si elle répond rapidement à vos questions, parce que certaines de vos questions demandent de prendre plus de temps, de poser plus de questions. C'est un échange qui va rebondir sur d'autres choses, etc., et qui va apporter la vraie preuve. D'accord? Alors, une fois qu'on sait à quoi est dû notre comportement alimentaire, quelle est la prochaine étape? Réduire l'addiction? Ça, c'est une question. Alors, une fois qu'on sait à quoi est dû notre comportement, quelle est la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est de poser des actes qui vont modifier les comportements alimentaires, évidemment, et toujours en accord avec le style de vie, avec les croyances, il faut vraiment que ce soit dans une fluidité, parce que rentrer dans la frustration à partir du moment où on est dans le il faut, je dois, il n'y a rien qui va marcher. Rien du tout. Donc, réduire l'addiction, il y a plusieurs moyens. Il y a la façon de... Alors, il ne faut pas confondre comportement alimentaire et alimentation. Comportement alimentaire, c'est la façon dont vous allez manger, c'est la façon dont vous allez mâcher, c'est la façon dont vous allez considérer l'aliment, la façon dont vous allez le cuire. Est-ce que vous avez plaisir à aller le choisir, à aller l'acheter, à aller le cuisiner, à le manger? Comment vous le mangez? Est-ce que vous mangez à la va-vite? Est-ce que vous le mâchez? Est-ce que vous le mâchez pas? Donc tout ça, c'est le comportement alimentaire. Donc rien que ça, déjà, on a énormément de choses à voir et à transformer s'il y a moyen. La mastication, par exemple, c'est un processus automatique comme la respiration. Dès le moment, il y a une technique pour la modifier, et dès le moment où on applique cette technique, à chaque fois qu'on mange, on peut complètement modifier ce réflexe automatique en un autre réflexe automatique qui est de mâcher et de manger lentement, et on ne doit plus jamais y penser. Mais donc, ça prend entre 3 semaines, 3 mois, en fonction de la rigueur à laquelle on met. Donc ça, c'est dans le comportement alimentaire. Et puis, il y a l'alimentation proprement dite. Donc, il va y avoir des aliments à privilégier et d'autres à éviter, le temps de sortir de la problématique pour laquelle on est venu me voir. Donc, ce n'est pas du définitif, c'est vraiment du chose. S'il y a bien quelque chose que je ne pratique pas, c'est la frustration, et c'est surtout, et c'est l'interdiction. Je suis nutrithérapeute, voilà, c'est mon expertise, mais si j'ai un jour envie d'aller me chercher, je suis belge, je vous rappelle, si j'ai un jour envie d'aller chercher un cornet de frites mayonnaise, je vais me taper un cornet de frites mayonnaise. C'est pas parce que je vais faire ça que souvent on me dit, mais enfin t'es nutri, tu t'imagines, tu as vu ce que tu fais? Et oui, alors? À partir du moment où je le fais en conscience, où je le savoure et que je sais pourquoi je le fais et que le lendemain je vais rectifier et que je vais me prendre des légumes avec des lentilles et que je vais préparer ça avec des petits oignons et une sauce soja, c'est toute une question d'équilibre et de fluidité en permanence, en permanence. Donc, oui, on peut sortir des addictions, mais à la fois sur le comportement alimentaire et à la fois sur l'alimentation. Est-ce normal de ne pas avoir envie de faire l'amour? Pourtant, je l'aime à la folie et c'est réciproque. Je préfère manger. Merci. Vous êtes formidables toutes les deux. Là, quand j'ai vu le truc, j'ai voulu prendre ma voix d'eau de rose, tu sais. Pourtant, je l'aime à la folie. Et là, il y a une musique qui arrive de Santa Barbara. Et c'est réciproque. Et cette personne préfère manger. Donc, on rigole avec toi, évidemment. Hein, oui, oui. Mais non. Alors, est-ce que c'est normal? Alors, il n'y a pas de normalité. À un moment donné, c'est... Si Sylvie le vit bien et si le mari le vit bien, on ne se pose même pas la question. Je sens que le mari le vit moins bien. Je le sens.
Mais non, mais elle en parle parce qu'elle dit qu'elle l'aime, mais qu'elle préfère manger. C'est comme si elle remplace, en fait. Oui, oui, Elle préfère manger que de faire l'amour. Et c'est un truc de satisfaction, ça. tout Est-ce que à vous fait. faites bien l'amour? Je vais être- tu vois, est-ce que tu prends ton Ouais. pied quand tu fais l'amour, quoi? Est-ce que tu Oui, c'est kiffes, quoi? ça. Parce Parce que qu'aimer quelqu'un, c'est pas pareil, hein. non, 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 on peut aimer et pas avoir envie de faire l'amour et faire l'amour, c'est un acte sacré. C'est vraiment un acte sacré. C'est pas vulgairement parlé, c'est pas de la baise, hein. Si, ça, c'est vraiment non. À partir du moment où on aime quelqu'un, c'est quand on d'ailleurs on lui fait faire l'amour, on crée de l'amour, c'est sacré. Et donc c'est un dialogue et des corps, mais on peut parler aussi. Voilà. Donc là, on va se poser la question, Sylvie, pourquoi est-ce que ça se passe bien? Alors, on ne va pas faire une thérapie là, de couple, mais il y a peut-être des choses à aller voir là-dedans. Et remplacer par la nourriture, ça, c'est très symbolique. Oui, en effet, on va caler les émotions avec la nourriture. Et puis, ne pas avoir envie de faire l'amour, c'est libido pâquerette. Libido pâquerette, c'est l'énergie de vie. Si l'énergie de vie, elle n'est pas bonne, c'est l'énergie de vie, elle est entretenue avec l'énergie des reins. Donc là, on va aller voir avec l'énergie des reins, dans le comportement de vie, comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on maintient son énergie vitale, qui est ce qu'on appelle en Asie le chi. C'est le chi qui va aller régler notre libido, notre éros, notre désir. S'il n'y en a pas, il faut aller chercher de ce côté-là aussi. Et peut-être, ça peut être tout simplement aller faire une petite séance une séance ou deux ou trois chez un super bon acupuncteur et lui expliquer peut-être qu'il y a juste un problème de chi et aller rétablir ce problème de chi. Mais ça peut être aussi un problème, oui. Moi, je ne sais pas ce qui se passe sous les draps, hein, donc je ne peux pas dire. Il y a quelqu'un qui a répondu à l'épine canéenne est dû à un dérèglement viscéral. Cette personne est homéostasiologue et cette méthode homéostasiologue prend en charge ce dysfonctionnement d'épine calcanéenne. Donc voilà, super, ça permet de rencontrer des gens. Tu Voilà. peux, je suppose, cliquer sur son nom pour voir ce qu'elle dit de plus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Julie, merci vraiment pour tous les lives que tu fais. Tu nous permets de rencontrer des gens formidables et d'agrandir notre champ de connaissances et forcément de questionnement. Avec grand plaisir, Patricia. Patricia qui a posé une question tout à l'heure. Alors, attends, il faut que je retrouve. Tu dis en plein dedans. Tu as parlé, voilà, j'ai arrêté la viande aussi depuis plusieurs mois, comme ça, sans raison. Je n'ai plus envie, je dois réapprendre à me nourrir pour pas avoir de carence. Donc, en fait, elle demande qu'est-ce qui fait que soudain, on a un changement de mode d'alimentation comme ça tout d'un coup. Et je pense que ce sera la dernière question. Ben, je pense que en général, quand il y a un changement de mode d'alimentation, surtout avec la viande, hein, même si elle n'en est pas consciente, je pense qu'on est dans un problème d'éthique, dans un problème de comment on se procure toute cette viande et comment. Euh, Moi, j'irai chercher de là. C'est pas grave. Il faut juste voir en effet qu'il n'y ait pas de carence. Mais tant qu'elle mange alors viande, ça veut dire qu'elle continue à manger du poisson ou qu'elle continue à manger des œufs, donc il n'y aura pas de carence. Alors, écoutez, voilà, je pense. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais dire, Sophie? Il y en a beaucoup de merci, de gratitude, de gens qui. Il y a Sébastien qui dit super moment, je vais m'attarder à la symbolique désormais. Il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire avant que l'on se quitte? Mais j'ai juste envie de dire qu'il faut de ne rien prendre pour acquis. Voilà, dès le moment où quelque chose se passe dans la vie, c'est que quelqu'un vous dit, surtout en termes de maladie, hein, à partir du moment où on vous déclare quelque chose, c'est juste, ok, j'ai entendu, mais je ne vais pas accepter le diagnostic sans broncher. Voilà. Combien de fois, ça fait partie du début de mes études, à l'époque où j'étais en biologie et au début de mes études de nutrithérapeute, donc il y a 15 ans,
il y a des tas de maladies qu'on disait incurables, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la maladie de Crohn, comme le diabète de type 2, comme mais même les migraines chroniques. Il y a des tas de gens, des tas de médecins qui n'arrivent pas. Il y a des tas de choses. La sclérose en plaques, tas de choses incurables. Toutes ces maladies, on en arrive à bout pour la plupart, selon le moment où on les a prises et surtout selon la façon dont elles sont prises en charge. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on vous dit. Faites-vous votre vérité, allez vous renseigner, allez prendre différents renseignements, testez tout ce qui se passe. Et surtout, c'est ce que j'ai dit au début, reconnectez à votre puissance de guérison personnelle, retrouvez votre fil d'Ariane et reconnectez. Julie. Voilà. Super, gratitude, vraiment, merci Sophie. Merci. Oui, et dernière chose. Gardez bien en tête que tout est lié. Tous les pans de votre vie sont liés. Quoi? Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Voilà, 100% responsable de ce qui arrive. Mais non, je préfère blâmer et accuser le monde. Annule. J'annule. Souvenez-vous qu'il y a ce petit livre Management et Nutrition, les 7 Il est en vente sur mon livre, sur mon de site, pardon. la performance. Attends, je vais enlever. Oui, il y a un Facebook, bien sûr. Il y a un Facebook. Merci les filles. Passionnant. Je suis arrivée trop tard, mais j'ai hâte de voir le replay. Absolument, vas-y, regarde le replay. J'ai adoré votre live, j'ai bien ri aussi. Vous avez quelques petits fous rires très communicatifs. Ça fait tellement du bien, en même temps très instructif. Merci, avec plaisir. Retrouvez-nous, on est là souvent. Donc, instant divin, je vous remercie du fond du cœur. Mais bon, là, je suis impatiente. J'arrive plus à me concentrer. Attends, j'enlève les commentaires. Voilà. Alors, cette clé de la performance et du bien-être, management et thérapie de Sophie Hainaut. Vous pouvez trouver Sophie sur Facebook. Vous mettez Sophie de Hainaut, hein, vous ne compliquez pas la vie. Vous mettez Sophie de Hainaut et vous allez la trouver. Elle a 3 pages. Il y en a une photographe, il y en a une nutriteur-symboliste et il y en a une, elle est mon profil public. Et il y a son petit site en dessous qui passe, seda.com. Ah oui, SADA, je vais dire ce que ça veut dire, SADA. Oui, SADA. Sophie de Hainaut, SDH. Et avec le SDH de Sophie de Hainaut, j'ai dit, qu'est-ce que je vais créer? Et j'ai créé SADA qui veut dire santé dans l'étoile harmonieuse. Santé dans l'étoile harmonieuse? J'adore. Voilà. Et souvenez-vous que la santé dans l'étoile harmonieuse, cette belle Sophie est au sommet de la résilience. C'est quand? Parce qu'il n'y a pas le jour et la date là. Hein. Alors, ce sont les 24 jours de l'Avent, donc ça a commencé le 1er et moi je passe le 20 décembre. Ah, mais attends, tu me dis un truc là. C'est comme le calendrier où tous les jours on ouvre et il y a un petit chocolat dedans. Voilà, ce sont des cadeaux de résilience tous les jours. Et toi, tu es quel jour? Moi, c'est le 20 décembre et je passe le 6 décembre sur le sommet de la joie sur Instagram. Sommet de la joie? Oui, sur Instagram. Le sommet de la joie sur Instagram, le sommet de la résilience, vous allez trouver ça sur le site, hein, le sommet de la résilience. Et puis voilà, merci beaucoup. Je vais te garder à côté quelques minutes, évidemment, avant le temps que je dise au revoir aux gens. D'abord, les gens te disent instant divin, je vous remercie du fond du cœur, que de belles prises de conscience. J'ai hâte et je vais partager. Wouhou, j'adore. Vous êtes nos petites étoiles. J'espère qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont dans l'équipe avec nous. C'est merveilleux. T'es en forme, Ju, tout le temps. Yes. Quand je suis avec Sophie, je monte au sommet. T'as capté? Et voilà, je vous souhaite